Le livre que j'ai écrit, j'ai pu le faire parce que j'ai mon amie d'enfance. Je suis obligée de la citer, Bintou Nguessan. C'est pas seulement mon amie, c'est ma sœur de cœur et d'esprit. Et j'ai toujours raconté des histoires aux enfants, des histoires qui me venaient comme ça, que j'inventais. Et un jour, elle m'a dit non, mais il faut le faire maintenant, il faut écrire. Et c'est elle qui m'a stimulée, c'est elle qui m'a aidée. Même, voilà, si le livre il est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a, non seulement elle m'a motivée, mais en plus elle m'a aidée, elle m'a donné les outils pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je ne l'ai pas réalisé toute seule. Et en réalisant ce projet-là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire tout seul. Je m'appelle Ngombe Ange Joséphine, j'ai 2 prénoms que j'utilise couramment. Donc il y a des gens qui m'appellent Joséphine et d'autres Ange. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 3 petites filles que j'aime très fort, je leur fais des bisous. Et je suis aussi auteur du livre Pichou Makassi, c'est mon tout premier livre. Parle-moi de ton parcours. Oui, alors je vais commencer par le fait que mon frère et moi, on a été orphelins assez tôt. On a perdu notre maman à l'âge de... j'avais 13 ans, je venais d'avoir 13 ans et mon frère avait 14 ans. Et puis 5 ans après, on a perdu notre papa. Donc voilà, ça a été assez compliqué d'évoluer sans nos parents. On a voulu faire des choses et c'est vrai que là j'en profite aussi pour dire à quelqu'un que voilà, tout est possible parce que sans les parents, des fois on a l'impression qu'on ne peut pas avancer. Il y a aussi des gens qui ont des parents et qui ne peuvent pas avancer non plus, qui ont des difficultés à avancer. Donc nous, la grâce qu'on a eue, c'est qu'on a eu une éducation, beaucoup d'amour. Et c'est ce qui nous a permis de repousser les limites. C'est ce qui fait que moi j'avais commencé par des études professionnelles parce qu'ayant perdu ma mère assez tôt, le collège c'était un peu... J'avais pas du tout la tête dans les études. Mais j'avais ce goût-là. Le goût de l'instruction, il était là, mais je ne pouvais pas le déployer parce que l'environnement, la vie n'était pas favorable. Donc après j'ai repris les études, donc j'ai repassé une équivalence bac qui m'a permis de rentrer en IUT. Je voulais faire un diplôme dans le socioculturel et malheureusement j'ai pas pu continuer parce qu'en fait j'étais au milieu en fait de mes obligations, de mes difficultés. J'allais en cours, je pensais à mon loyer, enfin, je voyais les autres aller à la cantine, des fois moi je ne pouvais pas y aller, donc j'allais marcher, je revenais en cours, j'avais la tête pleine en fait, comment est-ce que je vais régler mes problèmes, comment je vais régler mes factures, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Et un jour, au milieu de mon cours d'économie, je me suis dit non mais c'est bon, ça y est, j'en ai eu marre. Pourtant, et ce prof, il était un très bon prof d'économie. Je me suis levée et je suis partie et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans des environnements que j'ai beaucoup appréciés, qui m'ont apporté beaucoup en soins palliatifs. J'ai accompagné des gens en fin de vie. J'ai travaillé un petit peu dans la mode aussi. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu envie d'écrire parce que mon père, c'était un homme de lettres, un homme très particulier. Voilà, c'était quelqu'un vraiment, il avait le verbe aiguisé, comme j'aime dire, et il voulait écrire un livre. Et il n'a jamais pu le faire. Et moi, je suis croyante. Et en fait, dans les écritures, il nous est dit que les enfants, ce sont des flèches dans les carquois de leurs parents. C'est formulé autrement, mais voilà. Et j'avais ce désir d'écrire en moi et je me suis dit, je l'ai fait naturellement. Mais aujourd'hui, je vois que ça répond en fait à cette parole-là. En fait, mon père n'a pas pu le faire. À moindre mesure, à ma petite échelle, parce que ce que je fais, c'est pas du tout de son acabit, mais j'ai pu faire quelque chose au moins à ma petite échelle. Voilà, j'ai écrit un livre en fait, un livre pour enfants, et je me suis fait la promesse en fait que même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, de toujours faire en sorte de réaliser en fait mes objectifs, mes rêves. Dans mon parcours en fait, j'ai toujours eu en tête de réaliser ce que je voulais un jour. Mais le livre que j'ai écrit, j'ai pu le faire parce que j'ai mon amie d'enfance. Je suis obligée de la citer, Bintou Nguessan. C'est pas seulement mon amie, c'est ma sœur de cœur et d'esprit. Et j'ai toujours raconté des histoires aux enfants, des histoires qui me venaient comme ça, que j'inventais. Et un jour, elle m'a dit non, mais il faut le faire maintenant, il faut écrire. Et c'est elle qui m'a stimulée, c'est elle qui m'a aidée. Même, voilà, si le livre il est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a, non seulement elle m'a motivée, mais en plus elle m'a aidée, elle m'a donné les outils pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je ne l'ai pas réalisé toute seule.
Et en réalisant ce projet-là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire tout seul. Et étant orpheline, moi j'avais ce syndrome-là de vouloir, je peux tout faire toute seule, je dois tout faire toute seule, mais il y a des choses, quand on veut les faire, il faut avoir un staff, il faut avoir des gens éclairés, il faut avoir des gens bien disposés, il faut avoir... je pense que c'est un élément indispensable que d'avoir autour de soi des gens qui savent reconnaître votre potentiel et pas seulement des gens au milieu de qui vous êtes obligé de vous étriquer, au milieu de qui vous êtes obligé de taire ce que vous êtes, de taire vos talents. Parce qu'en fait, là, dans la majeure partie des cas, on évolue parfois avec des gens au milieu de qui on est obligé de taire ce qu'on porte. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir, je l'appelle la pro-lisseuse de diamants bruts, d'avoir cette sœur-là qui sait reconnaître le talent dans l'autre et qui, en plus, a le cœur bien disposé à l'aider à le déployer. Donc, je remercie Bintou et Maranao Nguessan de m'avoir accompagnée et leurs enfants de m'avoir accompagné dans ce livre parce que clairement je n'aurais jamais pu l'écrire sans eux. En tout cas j'aurais jamais pu le matérialiser sans eux. Donc le message du jour c'est vous avez envie d'écrire, écrivez, qu'importe en fait. Vous n'avez peut-être pas les outils, vous n'avez peut-être pas, ça semble peut-être impossible, mais allons aussi au milieu de ceux qui nous aiment, mais nous aussi aimons parce qu'en fait on est aussi beaucoup égocentré, on aime bien dire voilà, il faut que je sois au milieu de gens qui m'aiment, qui m'accompagnent, mais nous aussi soyons aussi ce moteur pour les autres. Tu parlais de la perte de tes parents, j'aimerais savoir ça t'a pris combien de temps pour faire le deuil? Je ne sais pas si je peux parler de deuil très sincèrement. Je peux juste dire que je fais avec les cartes que j'ai. Je me suis adaptée à la situation, mais je me suis rendu compte, en fait, il y a deux choses. Au bout d'un certain nombre d'années, parce que chaque année, je me remémorais la date, c'était au début, comme on a perdu ma maman avant, je me remémorais la date de quand notre mère nous a quittés, et chaque année, en fait, chaque année. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais oublié. Mince, la date elle est passée et là j'ai compris que j'ai pas culpabilisé d'avoir oublié, je me suis juste dit que ah ça y est, j'arrive à dealer avec. Et pour mon père pareil. Mais étant devenue maman, voilà, quand on devient parent, ça nous frappe quoi. Ça revient assez violemment parce que ben voilà, je donne la vie et celle qui m'a donné la vie n'est pas là, c'est dur. Je voudrais aussi m'adresser à toutes les femmes qui deviennent maman, sans avoir leur maman. C'est d'une violence extrême, mais en même temps comment dire, c'est un peu difficile, c'est d'une violence extrême, mais en même temps, la vie, elle est là. On donne la vie et puis le regret qu'on peut porter souvent, c'est de se dire ah, mes parents ne verront pas mes enfants, mais il y a aussi des gens qui nous aiment autour qui les verront. Il y a aussi la restauration. Donc je ne peux pas parler de deuil en soi parce que la vie nous rappelle, il y a des événements, des choses qui vont nous rappeler le manque. Le manque, il est là, on ne va pas se mentir, mais il y a la restauration. Je pense que je vais plus parler de restauration que de deuil. Comment tu parles de restauration, comment se restaurer? Alors, moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je ne peux pas passer outre le fait que je suis croyante. Et moi, ma restauration, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa parole qui me... il est le Dieu des orphelins. Et voilà, donc il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs à ce message. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais moi, c'est mon témoignage et je ne peux pas faire autrement. Je dois témoigner ce Dieu-là qui me fait grâce de me surpasser, il me comble en fait. Il me comble. En fait, la restauration, pour moi, c'est Dieu. Je n'ai pas, et c'est Dieu et les outils qu'il me donne. Parce qu'il faut aussi chercher à guérir. Parce qu'on peut avoir une solution, il peut y avoir, je peux avoir un souci là, et puis j'ai la solution qui se trouve là sur ce meuble-là, mais si je ne me lève pas pour aller la chercher et l'appliquer, je vais rester dans mon souci. C'est aussi à nous d'aller chercher cette restauration-là, de se battre pour guérir.
Et voilà, mais moi clairement, c'est Dieu qui me restaure. C'est une histoire de chaque jour en fait. Amen. Tout à l'heure, tu parlais de les gens qui veulent se faire tout seuls. Mais j'aimerais savoir pour quelles raisons les gens ils veulent se faire tout seuls. Parce que c'est vrai que les gens disent ouais, je me suis fait tout seul, j'ai pas besoin des gens. Et c'est dû à quoi ça? Je pense que c'est une grosse question d'ego. En fait, c'est juste une question d'ego parce que moi j'étais comme ça. J'avais ce truc-là. Je pense que moi j'étais comme ça, mais c'est aussi, je parle aussi du syndrome de l'orphelin. On est tellement, en même temps, on est l'enfant de tout le monde, en même temps on est l'enfant de personne, on est attaché à quelque chose, mais en même temps on est un électron libre, on se bat un peu seul, dans nos douleurs on est seul. Donc moi je pense que ça faisait partie de mon syndrome de l'orphelin, mais je pense qu'en dehors de ça, et je voudrais, en fait, je parle de ça parce que c'est un témoignage, mais nous ne sommes pas là pour nous morfondre, nous sommes là pour nous battre et aller de l'avant. Mais je pense que c'est beaucoup une question d'ego et parfois d'orgueil un peu mal placé. Parce que là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on peut pas... Il y a des choses qu'on peut faire seul. Les choses qui sont de l'ordre, par exemple, là, je parle de l'écriture de mon livre. Les idées me viennent, l'inspiration me vient. J'écris, personne ne peut le faire à ma place. Mais pour déployer ça, moi j'ai besoin de quelqu'un. Moi j'ai ma plume et mon inspiration. Mais tout ce qui est de l'ordre technique, c'est comme dans ceux qui sont dans la musique. Lui, il va écrire son son, il va avoir l'inspiration et tout. Mais après, comment je sors ma musique, comment je la distribue, comment on me manage pour... voilà, il y a tout un truc autour. Lui, c'est un artiste, mais tout ce qui est de l'ordre technique, la plupart, je sais pas, mais il y en a qui savent tout faire, mais il y en a, ils ont besoin d'un staff pour la plupart. Moi, je crois que pour avoir, il faut avoir un vrai staff. Et ce staff, il n'est pas seulement, c'est pas forcément 10, 15, 20 personnes. Hein, ça peut être une personne, 2 personnes. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Après, moi je dirais qu'on peut être autonome, mais en même temps aussi on a besoin des gens parce qu'on ne peut pas se faire tout seul parce que sinon franchement on s'en sort pas parce que c'est à travers les gens qu'on peut réussir. Et moi je trouve ce que tu dis c'est très intéressant. La question que je vais te poser parce que bon j'ai pas pu... Ça dépend aussi des domaines. Hein. Et je pardonne-moi de t'interrompre. Okay. En fait, je dis on peut. Voilà, il y a des choses. Il y a des domaines où on peut faire seul. Mais arrivé à un moment donné, quand on va vouloir élargir notre terrain, s'adresser à plus de monde, je pense qu'effectivement, il va falloir un peu se tourner vers des gens qui ont ces compétences-là aussi. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un truc que je n'ai pas pu en venir, c'est par rapport à les études. J'aimerais savoir à quel âge tu as repris tes études. Alors moi, j'ai repris mes études, je devais avoir... ouais, j'avais 21 ans. Hein. J'avais 21 ans quand j'ai repris mes études parce qu'à la base, j'avais fait un internat. En fait, j'ai fait un CAP petite enfance. Après, j'ai fait une école d'auxiliaire de puériculture. Mais durant mon... Enfin, quand j'ai passé mon CAP petite enfance, j'ai perdu mon papa. Et après, donc, je suis rentrée en école. Mais pareil, j'avais pas... C'était compliqué. Donc après, j'ai travaillé. J'ai travaillé et après, je me suis dit non, en fait. J'ai envie d'étudier parce qu'en fait j'ai pas pu donc j'ai passé ça s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, c'est une équivalence bac et ouais j'avais 21 ans, ouais 22 ans. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire, comment tu trouves où tu vas plonger ton inspiration? En fait j'ai pas de technique particulière, la chose vient. L'histoire me vient, je chante aussi, la chanson me vient, la mélodie me vient. Je peux être là, en fait j'ai un dictaphone ou mon téléphone ou mon stylo parce que dès que j'ai un truc, il faut que j'enregistre. Donc c'est quelque chose qui... Moi l'inspiration, je vois ça comme... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui descend, qui vient, voilà, qui vient, c'est Dieu qui donne quoi. Ça vient comme ça et puis toi tu le manifestes après. Voilà, j'arrive pas à l'exprimer autrement, mais j'ai pas de contexte. J'aime aller à tel endroit parce que j'aime voir les grands espaces parce que ça me permet d'élargir ma vision, ça me permet de réfléchir, mais j'ai pas forcément, je vais pas aller à tel endroit pour avoir de l'inspiration. Moi, je manifeste ce qui me vient, voilà. Comment aujourd'hui tu vois ton parcours? Comment je vois mon parcours? Je vais dire que je suis en phase.
Je suis en phase avec mon parcours parce que voilà, il est semé d'embûches jusqu'à présent parce qu'il continue. C'est pas, mon parcours, il n'est pas terminé. Donc il y a des combats, des obstacles, des épreuves, des difficultés, des montagnes, des trucs, des Goliaths. Voilà, il y a plein de choses. Mais je me dis, en fait, je suis satisfaite dans le sens où j'ai toujours fait ce que j'avais en tête de faire. Donc même s'il y a des choses qui ont abouti et d'autres pas, je suis dans une sorte de satisfaction, mais quand même dans un désir du plus. Parce que se satisfaire, c'est fini après quand on se satisfait de soi-même et de ce qu'on fait. Je ne sais pas si on peut parler d'outrecuidance, mais un peu, si on commence à se satisfaire de soi-même et de bomber le torse et tout. Il n'est pas question de ça, mais en fait, je suis en phase. Je crois que dans la vie, pour ne pas connaître la frustration, il faut faire les choses. Mon parcours, je le regarde avec un genre de satisfaction parce que je me dis, j'ai pas manqué le coche. Quand j'ai eu envie de faire, j'ai fait. C'était dur, c'était ceci, c'était cela. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas arrivées à leur terme. C'est pas grave, j'ai fait. C'est vraiment ça. Ça fait, de toute façon, ça fait partie. Tout ce qui nous arrive sur Terre, ça fait partie du chemin de la réussite. Parce qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Parfois, on a tendance à dire oui, on a eu que des échecs. Mais ça se trouve, nos échecs peuvent être des témoignages pour demain. On ne sait jamais. Parce que chaque chose que tu vis, ça arrive, et tout arrive pour un but. Voilà. Et en tout cas, franchement, ton parcours il est très enrichissant. Et puis, ça peut inspirer pas mal de personnes. Parce qu'il y en a peut-être qui se sont reconnus à travers cette vidéo, témoignage-là. Donc ça peut aider les gens. Là, on va entrer sur le vif du sujet. J'aimerais savoir, tu peux me parler de ton livre que tu as fait il y a, peut-être si je ne me trompe pas, il est sorti en 2023, mais par contre, on est dessus depuis... Là, ma première fille, elle a eu 5 ans. À l'époque, c'était un petit bébé. J'écrivais avec elle le soir, des fois des nocturnes et tout. Donc, l'histoire a commencé depuis bien longtemps, mais le livre est sorti, est allé à la rencontre des autres en 2023. L'écriture de ce livre-là, c'est... En fait, ce livre, comme je disais... Ma sœur Bintou m'a dit allez, il faut maintenant le faire, il faut faire quelque chose. Et de base j'avais une autre histoire, mais ce livre, en fait j'avais 2 histoires. Une que je racontais déjà et que je devais mettre sur papier, donc ce que j'avais fait. Mais Pichou Makassi, en fait ce livre-là, c'était une question de conviction. Je me suis dit, je vais peut-être pas pouvoir sortir les 2, mais entre les 2, je vais sortir celui-là. L'histoire m'est venue comme ça. L'histoire, elle m'est venue, et puis j'ai écrit. Et après, on s'est rendu compte que ça répondait à une demande, parce que Pichou Makassi, c'est l'histoire d'un jeune Congolais qui vit à Limete. Et en fait, dans le livre, il y a du lingala, il y a les traductions à la fin. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça répondait à une demande. Parce que c'est vrai que moi, je suis d'origine congolaise et chez nous, on a toute une génération qui soit pour s'intégrer, on leur a dit ne parlez pas le lingala, soit parce qu'il y a des histoires de vie, des parcours, il y a eu l'éloignement avec la famille, et puis du coup il y a ce manque en fait de la langue, et ils aimeraient transmettre à leurs enfants, mais voilà, il y a cette difficulté là. Et là il y a un vrai retour à la culture, un vrai désir en fait de retour aux racines, et du coup en fait Pichou Makassi il répond un petit peu en fait à cette demande là. Et pour l'histoire, moi je suis en France, ma sœur avec qui j'ai travaillé et son époux à l'époque était à Los Angeles, et l'illustrateur Félix Fauquois, que je salue, est au Cameroun. Et en fait, on a travaillé comme ça. C'est possible de travailler à distance, de mettre des choses en place, de matérialiser quelque chose. Quand je regarde ce livre, je me dis waouh. Je me dis, il a été fait avec des gens qui étaient chacun à l'autre bout de la terre, entre guillemets. Et voilà. Donc, l'histoire de Pichou, ça a pris du temps.
Ça a été très long. Il y a eu, voilà, il y a eu des coupures, j'ai eu d'autres enfants entre-temps, il y a eu les aléas de la vie. Parfois, on peut avoir un projet, il peut prendre énormément de temps pour sortir, mais quoi qu'il arrive, au final, ça aboutit. Tout à fait. Là, ce sera le mot pour la fin. Qu'est-ce que tu veux laisser pour la fin, pour ceux qui regardent cette interview? Ce que je veux laisser pour la fin, c'est qu'importe la situation, qu'importe les outils qu'on a, on doit se débrouiller avec les cartes qu'on a. Donc tout est possible. Je parlais du fait de ne pas avoir les parents tout à l'heure, mais ça peut être d'autres contextes familiaux, ça peut être d'autres histoires de vie, mais en fait tout est possible. Il faut rester juste focus, la discipline, le sacrifice, parce que la réalité elle est là. Aussi, je voudrais dire à quelqu'un des fois qui regarde, parce que des fois on voit les autres faire des choses et des fois ça peut créer de l'envie, mais en fait l'envie elle naît du fait de ne pas faire. Alors faites, parce qu'en fait la personne que vous regardez comme ça pour arriver, pour bâtir ce truc, elle a fait des sacrifices, elle a beaucoup souffert parfois, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que vous seriez en mesure de faire les mêmes choses? Est-ce que vous seriez en mesure de sacrifier vous aussi ce qu'elle a sacrifié, au sens de la lumière, hein, je ne parle pas d'autre chose, mais voilà, donc je voudrais dire faites, c'est possible. Et qu'importe en fait, qu'importe, j'ai plein d'autres choses dans la tête mais ce serait beaucoup trop long. Le message du jour c'est force et étant originaire du Congo, je ne peux pas me taire sur ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc j'ai aussi un message pour mon pays, la République démocratique du Congo, la terre de mes ancêtres. L'ennemi ne peut pas prendre ce qui ne lui appartient pas et aussi nous ne fléchirons plus jamais nos genoux devant l'ennemi. Alors il y a des tribulations, il y a beaucoup de choses, mais voilà, un jour tout, je l'espère en tout cas, rentrera dans l'ordre. Et en fait un message de force, non seulement pour mon pays, mais en fait pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Amen. Amen. Merci. De rien.